Bonjour François Cluzet. Bonjour. Vous me regardez avec un très grand sourire, c'est très appréciable, je tenais à vous le dire. C'est gentil, moi je suis bien heureux d'être là et puis je vous regarde, c'est plaisant et je vous écoute. Et je crois que vous aimez beaucoup le sourire des femmes et on va en parler dans quelques minutes, mais je viens de le dire dans le sommaire de cette émission, l'objectif de cet entretien, savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, c'est une frontière assez mince que souvent nous confondons. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, bien sûr, je me rappelle d'un des premiers films que j'ai fait, c'était L'Enfer de Claude Chabrol où je jouais un mari jaloux. Presque psychopathe et j'étais pas très connu dans le métier, donc on pouvait pas reconnaître l'interprète et les gens se faisaient du souci, espéraient ne pas me croiser en se disant ce type est franchement dingue. Mais nous, la tradition du théâtre fait que les acteurs ont une dette vis-à-vis du public. On doit jouer aussi bien les héros que les valets et que les monstres. C'est notre boulot d'interprète. Et c'est justement marrant parce que j'allais vous poser cette question. Christoph Offenstein, ça vous parle ? C'est le chef opérateur de Ne le dis à personne et des petits mouchoirs. Il dit qu'il apprécie votre travail d'acteur. Vous avez selon lui un côté rustre, bourru, que je ne vois vraiment pas face à vous. Ça peut venir Possiblement, mais qui correspondait bien au personnage de Max pour le coup dans le film Les Petits Mouchoirs. Mais il dit surtout que vous avez une qualité rare quand vous vous engagez sur un film. Vous vous investissez à fond, jusqu'au bout, malgré les difficultés, et vous ne renoncez jamais. Heureusement, et puis je pense vous aussi, non ? Non, mais nous tous, disons ceux qui aimons la vie, qui sont positifs, vous savez, être interprète, c'est être choisi. Donc déjà, dès que vous êtes choisi, c'est pas qu'il y a un remerciement, ça peut être une bonne affaire pour les deux, mais c'est quand même très agréable en tant qu'interprète qu'un metteur en scène vous donne une partition, un script. Donc bon. Vous savez, j'ai préparé cette interview en me posant plusieurs questions. Quelles questions à aborder dans un rendez-vous si long et à la fois si court quand on a François Cluzet en face de nous ? Je me dis que je vous le demanderai en off, mais je voulais l'instant un peu vrai, très vrai même. Alors peut-on parler de tout, François Cluzet, ou vous voulez garder une petite part de mystère quand même ? Non, je dis toujours que moi, je suis seul interprète et que je suis un peu comme un tableau de Bacon, mais en vivant. Vous pouvez y aller, vous pouvez ouvrir. Je suis un exhibé, vous savez, même si j'ai une nature d'inhibé, quand je suis devant un micro ou sur scène, devant une caméra, j'estime que je dois tout donner. Est-ce que vous l'avez toujours été ? Oui, je pense que c'est pour ça que ce métier pour moi est une vocation, mais toutefois, j'ai souffert aussi que mes parents, mon père surtout, était mythomane et on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas dire la vérité à la maison. Il enrobait toujours tout. Bon. Et donc, moi, je suis devenu dingue de la vérité. J'ai d'abord été mythomane comme lui, comme mon frère, comme mon père, comme ma grand-mère aussi l'était. Et puis, c'était social, c'était une crise d'identité sociale. Je pense que c'est pour ça qu'ils étaient mythos et qu'ils racontaient des choses. Mon père était soi-disant médecin, que l'a jamais été. Moi, j'ai marché dans la combine pendant tout le temps où j'étais jeune, pour pas faire de la peine à mon père. Ma mère était partie et Vos parents divorcés. mon père était dépressif et je voulais pas lui faire de la peine en plus, quoi. Mais dès que j'ai pu reprendre mes ailes, et notamment grâce au théâtre, je pouvais pas jouer un rôle dans la vie et jouer un rôle sur scène. Alors là, j'ai fait radicalement autre chose. Je me suis dit, je privilégie l'instrument d'acteur et je suis sincère. Donc, peut-être je me trompe, mais on verra bien. Écoutez, ça se ressent énormément. Moi, je vous ai en face de moi, donc je le ressens et je pense qu'à votre voix, les auditeurs le ressentent aussi. Vous dites, et vous avez dit récemment dans la presse, que vous aviez vécu une misère affective et sociale. Et moi, j'ai envie encore de m'arrêter un peu sur ça, c'est ce que vous venez de nous dire. Petit, vous dites avoir longtemps été humilié. Pourquoi ? Humilié parce que quand vous êtes dans un magasin de journaux, papeterie et tout ça, et que c'est un enfant qui sert, il y a des clients, bien sûr pas tous, qui n'apprécient pas d'être servis par un enfant. Par exemple, quand j'allais dans des foires avec mes enfants, foire du trône ou des trucs comme ça, et que je voyais un enfant servir derrière des crêpes et des trucs pendant que ses parents devaient dîner, ça me bouleversait. Parce que je m'y suis vu. Et très souvent, c'était moi tout seul qui tenais la boutique, ou mon frère. J'ai vu des gens qui n'appréciaient pas d'être servis par quelqu'un d'autre que par un enfant, quoi. Et Peut-être donc parce j'ai vu que... les pièces jetées, j'ai vu des choses comme ça. Et puis alors, autrement, j'ai été aussi humilié
socialement. C'est comme cette boutique se trouvait dans un quartier résidentiel très riche de Paris, il y avait un décalage terrible entre les clients et moi, quoi. Mon père a tenté de le résorber tout le temps. C'est pour ça que j'ai été dans les écoles privées, malgré qu'il lui fallait faire des efforts pour ça, parce qu'il voulait nous sortir de notre statut social. Mais statut social, vous dites que vous étiez de la France d'en bas, en fait, Mhm, que vous veniez d'en bas, mhm, alors que pourtant vous viviez à Paris, dans des beaux mhm. quartiers. Qu'est-ce que c'est finalement la France d'en bas? La France d'en bas, pour moi, c'était une forme de misère, c'est-à-dire Économique? C'était compliqué de non, vivre non, à la non, maison? non, 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 pas économique. On avait de quoi manger, tout ça. Non. La misère, elle venait du fait que ma mère était partie quand j'avais 8 ans. Mon père a fait une grave dépression et c'est lui qui nous a gardés. Donc mon père avait sans cesse envie de se tuer, de nous tuer aussi. Donc c'était douloureux pour nous. Et c'était la misère affective. Puis ensuite, alors bon, je rentre dans des trucs dont je ne parle jamais, mais ensuite on est venu vivre chez ma grand-mère. Et chez ma grand-mère, c'était une ancienne boutique. Et c'était tout petit. Il y avait la boutique, il y avait l'arrière-boutique, comme dans l'autre. Alors, nous, la boutique était fermée, puisqu'on avait changé. Mais nous, avec mon père, on dormait à trois, avec mon frère, dans un lit de cage, comme ça, qui était défoncé. On nous donnait les draps, les couvertures. Et puis, surtout, cette misère affective. Parce que j'étais tout seul. Ma mère était partie, mon père était déprimé et plutôt très austère. Mon frère et moi, on ne s'entendait pas. Donc, ce qui va vous faire rire, c'est que mon salut, je l'ai eu avec mon meilleur ami de l'époque, dont la mère était gardienne du 27 avenue de Ségur, qui était le centre des scouts israélites. Ah, Et là, c'était un hôtel particulier. Et comme sa mère était gardienne, on avait toute l'entrée qu'on voulait. Et il y avait une grande salle de sport, avec un cheval d'arçon, des agrès, un jardin derrière. Et souvent, les gens qui travaillaient là, c'était des administratifs. Donc tout le lieu était pour nous, quoi. C'est une salle de jeu absolument géniale. et alors quand est-ce que le théâtre est arrivé à vous, le cinéma, Bah, le jeu de comédien? ouais. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'eau? Bien sûr, on va vous Merci apporter beaucoup. ça. Il y a un peu d'émotion, donc si on peut avoir un petit verre d'eau, ce serait merveilleux. Euh, non, bah, c'est toujours difficile de parler de son enfance, de son père et tout ça, surtout quand les gens ont souffert. Vous savez, mon père m'a appris un truc, on ne juge pas les gens parce qu'on ne connaît pas leur douleur. Bien sûr. Et ça, c'est une belle phrase. Bon, voilà, ensuite, bon, un peu de gaieté là-dessus. Un peu Ensuite, de bon, résilience, vous dites. pardon? Vous dites de la Ah résilience. oui, moi, c'est une grande résilience. La chance que j'ai aujourd'hui d'être heureux, si vous voulez, merci beaucoup. La chance d'être heureux, d'avoir du succès dans mon métier, d'être amoureux, d'avoir 4 enfants, plus l'enfant de ma femme, 5 enfants. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai décidé plus que jamais d'être bon. Pourquoi? Parce qu'avec la chance que j'ai, d'abord, je suis un homme de foi. Et ensuite, avec la chance que j'ai, je peux pas me plaindre. Vous savez, c'est bien de commencer mal pour finir bien, hein. Je préfère ça que le contraire. Bien évidemment. Et Comment vous puis, traduisez cette foi pour avancer? je le traduis par mon humilité. C'est-à-dire, je trouve que l'homme est peut-être en dessous, mais en dessous de quoi, on ne sait pas. Et puis, à choisir entre croire et ne pas croire, je choisis de croire. Vous avez dit en off tout à l'heure, je vous ai entendu, on a deux éducations, celle qu'on reçoit et celle qu'on se donne. Je crois finalement, en vous écoutant, François Cluzet, que vous vous êtes donné une très belle éducation, avec cette humilité bien évidemment, mais que le théâtre vous a beaucoup aidé, le cinéma, votre jeu d'acteur. Comment est-il venu à vous? Bien, j'étais à Stanislas, au collège Stanislas, et puis un des potes qui était là, qui était le premier, mais de très 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 loin, donc on l'admirait tous, me dit: tu veux que je te fasse rencontrer mon père qui est acteur? Je dis: ah bah ouais, vachement bien. Donc je vais chez le gars, et puis le père me dit: je vous déconseille de faire ce métier. Et en l'écoutant, je me suis dit: je vais faire tout le contraire de ce que tu me dis, mon C'est gars, très je vais bien, y aller. c'est très bien. Alors ensuite, je suis rentré au cours Simon uniquement parce que mon père avait engagé une vendeuse dans cette boutique de journaux papeterie, et que cette femme avait été au cours Simon, et un jour elle me dit: mais tu sais que le cours Simon est à côté, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Et là, vous voyez, la foi, c'est encore autre chose. C'est je pose la main sur la porte et je sais que ma vie commence. Et celle que je laisse derrière, elle n'est pas très drôle. Ben, celle qui va venir, elle va m'apporter le bonheur, elle va m'apporter un peu de culture,
parce que je ne lisais pas et d'un seul coup de jouer un extrait de pièce vous condamne, si j'ose dire, à lire la pièce, même pour les plus feignants. D'un seul coup, je découvre la littérature, je découvre la philosophie à travers Molière, et puis je m'enrichis comme ça, et donc je dois tout à ce métier, à mes partenaires en mettant en scène, je leur dois à qui je suis aujourd'hui. Je pense que vraiment quitter l'ignorance, c'est une chance nécessaire. C'est vrai. Alors le métier d'acteur, c'est votre exutoire, comme d'autres ont l'écriture ou la chanson, mais la comédie, c'est aussi pour mieux séduire les femmes. Nous, écoutez, c'est très simple. Vous savez, comme ma mère était partie, nous n'avions pas de femme à la maison, j'avais pas de sœur. Donc, dans la boutique, quand je servais, et comme ce quartier, le 7e arrondissement, quartier riche et bourgeois, vous avez des femmes bien habillées. Bon, voilà, j'avais toujours envie, mais je pouvais pas les séduire. J'avais Vous 8 étiez ans, trop 9 ans, jeune, 10 ans. voilà. Bon. Ensuite, je dis que moi, comme il n'y avait aucune femme à la maison, sauf ma grand-mère, qui était une espèce de petite barrique d'1,50 m pour 90 kilos, je paie son âme, j'avais envie de plaire. Et bon, l'image que j'avais, c'est ça. J'aimerais que les femmes me sourient parce que je leur souris ou que je... Voilà, bon, mais il n'y a pas que les femmes, hein, les hommes aussi. Enfin, je veux dire, je peux sourire aux deux sexes. Oui, bah oui, bien sûr, l'un n'est pas indissociable. Alors dans votre vie, vous avez eu plusieurs compagnes, quatre officielles en tout cas, dont voilà, la regrettée Marie Trintignant ou encore Valérie Bonneton, votre compagne d'ailleurs dans Les Petits Mouchoirs. Est-ce que vous vous considérez comme un homme à femme? Non. Un homme qui a Je ne aimé? sais pas ce que ça veut dire en plus, un homme à femme, on dit ça de tous les gars qui trompent leur femme. Ah, mais faut l'excuser, c'est un homme à femme. Mais c'est quoi un homme à femme? Le mec, il a un scotch avec toutes les nénettes dont il a envie. C'est ridicule, c'est même assez misogyne. Non, moi, je suis pas un homme à femme, je suis un homme amoureux. J'ai toute ma vie eu deux rêves, celui de devenir un acteur connu pour son talent et être amoureux. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est pour ça que vous me trouvez en forme. Dans la tête de nombreux d'entre nous, vous nous avez marqué dans le rôle de Max, avec tant d'autres rôles bien sûr, mais dans Les Petits Mouchoirs où on vous voit casser le mur parce que des fouines s'y trouvent et que ça vous rend dingue, vous hurlez. Alors on vous entend là, hein, c'est le proprio, c'est un peu la phrase que vous dites. Est-ce que cette rage intérieure, comme une forme de désespoir qui transparaît à l'écran, vous la ressentiez vraiment? Face à la fouine, vous voulez dire? Oui, tout à fait, non, dans ce passage. Je plaque ma révolte, mon indignation sur la fouine. Mais la fouine, elle me gêne pas. En plus, elle n'était pas là. Ce qui était drôle, c'est Guillaume me demande de péter le mur avec la hache. Je passe ma tête un peu dans le trou et me vient une impro qui dit « Hello, c'est le proprio !» Et Guillaume l'a gardé parce qu'il trouvait ça drôle. Et c'est drôle, mais je vous posais cette question parce qu'à ce moment-là, vous étiez en pleine séparation, vous l'avez annoncé après avec Valérie Bonneton. Est-ce que ça vous a aidé justement dans cette séparation avec votre rage du moment ou pas du tout? Non, c'est pas lié. Non, c'est pas lié. C'est vraiment ces deux vies distinctes, comme pour vous. Vous êtes journaliste, vous êtes devant le micro, et tout à l'heure, vous n'aurez plus de micro. Bon, des fois, il y a une caméra qui se pose sur moi, sur nous, mais moi, ma vie, elle est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus solitaire. Je suis un contemplatif. Je dis que je suis un feignant parce que contemplatif, c'est un peu valorisant. En 1987, à la trentaine, vous déclariez avoir quelque chose que tous les acteurs n'ont pas, votre caractère. À Radio J, nous vous avons sélectionné un petit medley de vos prises de parole. Ce qui me fait monter sur mes grands chevaux, c'est quand je vois qu'une chaîne d'information comme BFM TV consacre 1 heure en direct à ce roi des beaufs qu'est Jean-Marie Bigard. Tout ça, c'était tellement nombrilique, égocentrique, le mec veut faire parler de lui, mais qu'il fasse parler de lui par la tolérance, mais pas par l'intolérance. Il y a assez d'intolérants dans ce monde. Il te reste un neurone et tu l'as caché dans la cave ou quoi? J'ai pas les réseaux sociaux. Moi, je ne donne pas mon avis. Tous les cons donnent leur avis, c'est leur problème. Moi, je n'ai pas d'avis sur tous les sujets du monde. 30 ans plus tard, vous n'avez pas trop changé, François Cluzet. Ben non, je suis toujours un peu révolté, c'est normal, vous voyez bien, la terre entière est en conflit, des choses atroces ressurgissent. Vraiment, il faut être très vigilant. Et d'autre part, humainement, il faut être très tolérant. Donc, non, mais bon, c'est simplement que
Ça m'énerve, ça m'énerve. Parce que je connais le truc, quoi. D'abord, on dit, ah, mais les tours jumelles aux États-Unis, c'est pas du tout Al-Qaïda qui s'est occupé de ça. Non, 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 c'est les renseignements américains. Et puis après, évidemment, on fait de la fausse information. Et puis ensuite, on dit, mais c'est un complot, tout ça. Et vous la connaissez, la triplette. Négationnisme, complotisme, antisémitisme. Alors parlons-en justement, François Cluzet. Vous êtes ce mercredi à l'affiche du film L'Homme de la Cave, réalisé par Philippe Leguet, un film basé sur des faits réels qui raconte l'histoire d'un couple parisien, Simon et Hélène, joués par Jérémy Régnier et Bérénice Bejo, dont le mari est un descendant d'une famille de déportés qui décide de vendre une cave dans l'immeuble où ils habitent. C'est alors que Jacques Fonzic, en l'occurrence vous, un homme au passé trouble finalement, l'achète et s'y installe sans prévenir. On écoute la bande-annonce et on en parle. Pourquoi vous la vendez? C'est toujours utile, une cave. On avait dit 9000, hein. Je vous règle tout en une fois. Vous savez, le monsieur qui a acheté la cave, eh ben, cette nuit, il a dormi en bas. Tous les jours, il vient dans les toilettes, moi je lui dis rien. Et d'un coup, il hurle, il me traite de sale bougnoule. Maître, j'annule la vente de cette cave. Vous allez nous rendre les clés. Ah, non, la cave, elle est à moi. Vous avez encaissé le chèque. Je rentre chez moi, puis vous n'y pouvez rien. Ce type est un négationniste qui nie les camps de la mort nazie. Tu m'as jamais dit qu'on habitait l'appartement de ton oncle déporté. Tu dis rien, tu demandes de l'aide à personne. On est frères, putain. Je sais, j'aurais dû t'en parler. Ce Fonzic, c'est un pervers. Il va établir son emprise. Moi, je me contente pas de rabâcher la vérité officielle. Moi, je suis un chercheur. Chercheur mon cul, ouais. Tu nous promets que tu ne lui parleras plus. Mais moi, c'est fini, je mets plus les pieds dans la cave. La seule chose qui compte, Justine, c'est que tu apprennes à penser par toi-même. Tu fais juste que poser des questions. Des questions qui dérangent la vérité officielle. Vous avez peur de quoi? De la vérité. Sentir votre peur. C'est ce qu'il attend. Mais Simon, tu t'es rendu compte qu'il aurait pu s'en prendre à elle? Il semblerait que vous n'êtes pas propriétaire de votre appartement. Parce que moi, il me dérange pas, ce type. Je vois pas pourquoi on s'acharne contre lui. Oh! Tu comprends pas qu'il faut en finir, là? Si tu voulais vraiment prendre les choses... Voilà la bande-annonce de L'Homme de la Cave qu'on a volontairement laissé longtemps pour bien entendre tout ce qu'on peut ressentir dans ce film que j'ai vu, qui est extrêmement lourd de sens. Le ton est donné derrière la confrontation entre la famille de bobos parisiens typiques et cet enseignant, ancien enseignant d'histoire. Le film s'attaque à des thèmes très forts qui font l'actualité, l'antisémitisme nappé de négationnisme et de complotisme. Pourquoi vous avez accepté ce rôle, François Cluzet? Pour deux raisons. D'abord parce que c'était le metteur en scène de Normandie Nue avec qui j'avais fait un film et que le rôle me plaisait beaucoup. Vous savez, tous les acteurs rêvent de jouer Richard III, Néron, tous ces salopards. Pourquoi? Parce que c'est des rôles complexes. Parce que quand vous jouez des héros, vous en jouez 2, vous en jouez 5, vous en jouez 10, c'est toujours les mêmes. Ils ont toutes les qualités. Les monstres sont plus complexes, plus ambigus. Il faut vraiment faire une étude du personnage pour comprendre qu'est-ce qui les anime. Donc le premier truc, c'est parce que le rôle est magnifique. Moi, c'est corrélé au fait de la résurgence du complotisme, de l'antisémitisme, où je trouvais qu'aujourd'hui, avec les propos qu'on entend, c'était important qu'un metteur en scène prenne les risques, parce qu'on verra les entrées, mais c'est les risques, d'avoir un seul sujet comme celui-ci, puisque ce sont deux amis, un couple d'amis qui lui ont raconté ce qui leur était arrivé. Donc il n'y a rien de romancé dans ce film. C'est donc Basé sur des faits réels. vécu. Cette histoire est vécue. Donc, c'était très intéressant que le film naisse et que je puisse donner toute mon énergie à ce salopard. Pourquoi? Parce que dans ce film, on dépeint le cheminement de ce gars-là, le cheminement de ce complotiste. Il dit très gentiment, mais moi je pose des questions. Et on n'a pas le droit de poser des questions. Seulement la vérité, c'est qu'il remet tout en question. Donc le cheminement de ce gars-là, qui finalement, comme vous le dites, achète une cave, puis le problème c'est qu'il y dort, puis le problème c'est qu'il va dans les toilettes au rez-de-chaussée, puis le problème c'est qu'il traite de bougnoule le café d'à côté où il va faire ses besoins. Donc ce cheminement, il nous explique, parce qu'il n'y a pas eu de film comme ça, il nous explique comment s'y prennent ces gens-là, leur propagande, vous voyez, leur terme d'influence. Justement, j'ai vu le film et je trouve le personnage très calme. Est-ce que vous pensez que tous les antisémites sont calmes?
Bon, je les connais pas, tous les antisémites, et franchement, je les fréquente pas. Mais c'est ça l'intérêt du personnage, si vous voulez. Si vous êtes monstrueux, mais même physiquement, les gens s'approcheront pas de vous. Par contre, si vous avez un visage plus ou moins sympathique, et que vous avez une voix très douce comme ça, vous faites preuve d'aucune agression. Le message peut passer. Si vous êtes agressif, vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez quand vous pensez des choses aussi terribles que celles qu'il pense. Donc, notamment par rapport à l'adolescence, pourquoi est-ce qu'il arrive un peu à l'attraper? Et c'est là où le danger du film, c'est là où le danger s'exprime, parce que si vous arrivez à retourner des adolescents, ça va faire des générations derrière. Donc, je sais pas, il y a quelque chose de naturel. Comme je vous le disais pour finir, les héros ont toutes les qualités, les monstres ne peuvent pas avoir tous les défauts. Ils ont des qualités, même si elles sont fausses, même si elles sont fabriquées. Et justement, cette voix, vous voyez bien que c'est pas la mienne. Moi, j'ai une voix beaucoup plus de consonne. Mais là, ce petit truc dans le vent, tout ça, voilà. Et en plus, ce type-là, comme tous ces types-là, se font toujours passer pour victimes, hein. C'est eux la victime, c'est eux les victimes, c'est pas les autres, c'est eux. Je vois vraiment, François Cluzet, que ça vous prend aux tripes. C'est pas la première fois que vous l'exprimez. Ilan Halimi, avant, vous qui disiez que ça n'était pas passé, les tags sur la stèle de Perros-Guirec cet été. D'où vient cette empathie, finalement, pour vous qui n'êtes pas juif? Qu'est-ce que c'est, Perros-Guirec? Pardon, j'ai pas Les compris. tags qu'on a eu à Perros-Guirec sur une stèle de Simone Veil. Mais je crois pas que c'est nécessaire d'être juif pour prendre la défense des minorités, encore une fois. Il y a 15 millions de juifs dans le monde, il y en a 400 000 en France, ce sont les boucs émissaires depuis des 1000 ans. Je fais pas de la démagogie en disant ça, vous savez bien que c'est la vérité. Je n'ai ni à vous défendre ni à vous attaquer, mais si on vous attaque, mon devoir, c'est d'attaquer celui qui vous attaque. C'est normal, non? Je défends les minorités. Le racisme, c'est pareil. Vous avez entendu, alors il faudrait que les étrangers aient un prénom français. Eh bien alors moi, je vais prendre un prénom étranger. Je vais m'appeler Moshe, Mustapha, Abdelarfour. Qu'est-ce que c'est que cette façon de nous troquer notre liberté? Mais ça va pas à la tête. On fait pas un enfant sous-nommé par un monsieur, non? Donc tout ça m'horripile, m'énerve, parce que, comme je le dis, il n'y a pas de tolérance. Non, de là. La tolérance. Vous savez, c'est très très court notre passage sur Terre. Vous vous en rendez moins compte que moi parce que vous êtes jeune, mais il est très court. Donc il y a deux solutions. On se tient bien ou on se tient mal. Ça s'apprend, non, de se tenir bien? Ça s'apprend de devenir un petit humaniste.